Sur les réseaux sociaux, j'entends plein d'histoires sur le NAS, sur la protection du NAS, et je reconnais que ce sont de bonnes initiatives. C'est-à-dire que on encourage les gens, on sensibilise les gens à protéger leur NAS. Mais je dois aussi dire que les histoires derrière les arguments sont souvent trop grossiers. C'est-à-dire que certains font littéralement dans de l'hyperbole pour sensibiliser. Et il a fallu que je sois confronté à cette situation-là pour me décider à faire une vidéo pour moi aussi sensibiliser à mon tour. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscille Atanganambida et sur cette chaîne, tu auras toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Tu as certainement été sur les réseaux sociaux et si tu t'apprêtes à arriver au Canada ou si tu es au Canada, tu as certainement entendu cette histoire où une personne, à son arrivée au Canada, a été faire son as avec un membre de sa famille ou quelqu'un qui est proche d'elle. Et il se trouve donc que quelques temps après être parti de la maison de ce proche-là, quelques mois après, la personne reçoit un document qui lui annonce qu'elle est endettée à hauteur de centaines de milliers de dollars. Et le fin mot dans cette histoire, c'est de sensibiliser les gens à protéger leur NAS. Moi, quand j'ai suivi cette histoire, je me suis dit oui, on est d'accord, il faut protéger le NAS, mais l'histoire autour est quand même trop grossie. Ce que je veux dire, c'est que ça prend pas seulement un NAS pour aller s'endetter. Et un nouvel arrivant au Canada ne peut pas s'endetter à hauteur de centaines de milliers de dollars quand même. Je suis conseiller en sécurité financière, stagiaire, et j'espère que j'aurai terminé mon stage au moment du montage de cette vidéo. Et en tant que conseiller en sécurité financière, mon rôle, c'est également d'éduquer les personnes sur les risques financiers qu'elles encourent. Et justement, protéger son NAS, c'est une très bonne chose. Je ne viens pas vous dire dans cette vidéo que vous devez donner votre NAS à toute personne qui vous le demande, non. Mais je voudrais quand même vous sensibiliser à utiliser quand même parfois le bon sens. C'est normal de protéger ces informations. Le NAS fait partie de ce qu'on appelle les informations personnelles, mais ne soyez pas non plus parano. C'est-à-dire que ne soyez pas parano parce que moi, il m'a fallu vivre cette situation-là pour comprendre jusqu'où ces histoires sont ancrées dans l'esprit de certaines personnes et ça peut parfois leur porter préjudice ou elles peuvent se dire que elles sont dans des situations où elles peuvent protéger leur NAS et pourtant c'est des situations où le NAS est requis parce que ce que vous ne savez peut-être pas c'est que vous allez fournir votre NAS bien plus souvent que vous ne pensez. Il y a des personnes à qui vous devrez fournir votre NAS. Nous tous quand on a été ouvrir ou créer nos NAS, on nous a dit protégez votre NAS, ne le donnez à personne, le discours usuel. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes à qui vous devrez donner votre NAS. Il y a des institutions à qui vous devrez donner votre NAS au-delà de la banque. Quand vous allez commencer à travailler, vous allez donner votre NAS. Et je ne vais pas dire tout ici parce que dans la suite de la vidéo, je vais être plus explicite là-dessus. Donc, c'est normal de protéger son NAS, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des situations dans lesquelles vous devriez fournir votre NAS. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, le NAS, c'est le numéro de l'assurance sociale. Je vais, dans la suite de la vidéo, rentrer sur le site le plus autorisé, le site du gouvernement du Canada, et ensemble, on va voir ce qui se dit sur le NAS. Mais pour revenir à cette histoire que j'ai vue sur les réseaux sociaux et qui circule encore certainement sur les réseaux sociaux, protéger son NAS, c'est une très bonne chose. Je ne le redirai jamais assez. Mais notez également que ça ne prend pas seulement un NAS pour aller chercher des centaines de milliers de dollars. Vous savez, c'est ce genre d'histoire qui fait croire aux gens que quand vous arrivez au Canada, vous avez la possibilité de vous endetter à hauteur de centaines de milliers de dollars ou même de millions. Non, c'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas aussi facile. Je ne connais pas la situation de la personne nouvellement arrivée au Canada, mais il faut savoir que pour qu'une banque ou une institution financière vous prête de l'argent, il y a quand même ce que vous devez avoir. Vous devez avoir un minimum. Ce minimum-là, c'est une capacité d'endettement. Est-ce que la personne nouvellement arrivée au Canada était millionnaire à la base? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifierait qu'une banque décaisse ou une institution financière décaisse des centaines de milliers de dollars et prête cette somme-là à quelqu'un qui arrive nouvellement au Canada? Ne confondez pas le fait que les banques mettent à notre disposition des cartes de crédit de 1000 et 2000 dollars avec le fait que vous pouvez aller chercher des centaines de milliers de dollars auprès des banques. Ne confondez pas ça. Ne faites pas cette erreur-là. Il faut savoir que dans chaque situation, dans chaque action qu'une banque pose, dans chaque action
qu'une institution financière pose, il y a un calcul de risque derrière. Quand une banque vous remet une carte de crédit de 1 000 $ ou de 2 000 $, dites-vous bien qu'elle a fait un calcul derrière. Je suis Priscille Atanganambida, votre conseiller en sécurité financière stagiaire spécialisée dans l'accompagnement des nouveaux arrivants. Mon objectif, vous aider à prendre des décisions éclairées pour bâtir un avenir solide pour vous et votre famille au Canada. Parlez de vos finances en toute confiance avec une professionnelle. Donc, retenez que lorsqu'une banque vous remet une carte de crédit de 1 000, 2 000, 2 500 $ ou peu importe le montant à votre arrivée au Canada, il y a des calculs derrière. La banque a fait des calculs qui portent non seulement sur le risque que vous représentez, le risque que vous ne remboursiez pas cette somme, le risque que vous disparaissiez, le risque qu'elle perde cette somme-là. Et c'est au terme de ces calculs-là qu'elle est parvenue à dire le montant que je peux mettre à la disposition d'un nouvel arrivant au Canada, c'est 1 000 ou 2 000 $ et ça varie suivant les banques, ça varie suivant les institutions financières. Donc, n'allez pas croire que c'est aussi facile de s'endetter au Canada. D'ailleurs, vous êtes au Canada, faites une expérience, appelez votre banque et dites à votre banque, je veux ne serait-ce que 50 000 $, n'allons même pas à des centaines de milliers de dollars. Dites à votre banque, je veux 50 000 $ et écoutez ce que la banque va vous dire. Donc, vous devez également avoir une capacité d'endettement qui justifie qu'on mette à votre disposition des centaines de milliers de dollars. Et je ne dis pas que c'est pas possible pour un nouvel arrivant, mais il faut savoir que financièrement, ce nouvel arrivant-là devra présenter des éléments qui justifient qu'une banque accepte de mettre à sa disposition une ligne de crédit de 100 000 $, de plus de 100 000 $. Quand on parle de centaines de milliers de dollars, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que le nouvel arrivant a présenté? Donc, on est d'accord qu'il y a des nouveaux arrivants qui sont capables, ça ne s'exclut pas, mais sachez que ce n'est pas la norme, c'est-à-dire vous ne pouvez pas débarquer au Canada et du jour au lendemain avoir une ligne de crédit de 50 000 $. Comme je l'ai dit précédemment, ça ne prend pas seulement un as pour aller chercher un financement auprès d'une banque. Non, on n'appelle pas une banque et on dit mon as c'est tant, je veux un crédit de temps. Non, c'est pas comme ça. Il faut savoir qu'on est dans un pays où le risque en matière de fraude est très élevé. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu, que ce soit des textos ou des courriels, bref, des communications avec à la base des fraudeurs. C'est-à-dire, vous êtes tellement susceptible d'être victime d'une fraude au Canada que les banques en sont conscientes. Donc, seulement sur la base d'un as, une personne ne peut pas aller chercher un crédit en votre nom. Seulement sur la base d'un as. Je doute fort. Je doute fort. C'est-à-dire que quelqu'un qui a seulement votre NAS, non. Parce que comme je vous ai dit, les banques savent qu'il y a un gros risque de fraude dans toutes les opérations qui se font. Et les banques utilisent généralement des vérifications multifacteurs. Ça veut dire que même si vous avez appelé votre banque pour solliciter un financement, bon, même si quelqu'un appelle votre banque pour solliciter un financement en votre nom sur la base de votre NAS, la banque va mettre en place une authentification ou une vérification multifacteur. La banque a votre courriel, la banque a votre numéro de téléphone. Donc, l'une des choses que la banque va faire, c'est déjà de vérifier que la personne qui appelle, c'est bien vous. On va vous dire, on vous envoie un numéro, un code à 4 ou 5 chiffres. Est-ce que vous pouvez nous redire ce code-là? Là, c'est pour vérifier que vous êtes vraiment en possession du téléphone, du numéro qu'on connaît, parce que dans le système de la banque, votre numéro est enregistré. Donc, le banquier, le conseiller avec qui vous discutez, doit s'assurer que la personne avec qui lui aussi il discute, c'est bien vous. Donc, il va activer l'envoi d'un numéro et vous allez recevoir ce numéro-là si c'est vous qui avez votre téléphone. Admettons que ce soit des fraudeurs. Je vous ai dit qu'on va utiliser une authentification ou une vérification à multiples facteurs. Pour finaliser les transactions, on va transmettre l'offre finale de la dette, l'offre finale de crédit dans votre courriel. Donc, le travail de la banque ici, c'est de s'assurer que si une personne a à la fois une information personnelle sur vous, dans le cas d'espèce le NAS, si cette personne a en même temps votre téléphone, mais est-ce qu'elle a aussi accès à votre courriel? Donc, on fait toutes ces vérifications usuelles là pour s'assurer que la personne qui est en train de solliciter le crédit, c'est bien vous. Je sais, dans le worst case scenario, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait et votre NAS, votre téléphone ait en même temps accès à votre courriel, mais j'aimerais vous dire ici, à partir du moment où votre téléphone est perdu, à partir du moment où vous n'avez plus accès à votre courriel, signalez à toutes les institutions, à toutes les personnes qui sont censées communiquer avec vous par ces canaux-là. Le gouvernement, votre banque, l'école de vos enfants. À partir du moment où vous n'avez plus accès à votre courriel, où vous n'avez plus accès à votre téléphone, il faut les informer. Le courriel ici, c'est pas
C'est un réel moyen de communication. C'est-à-dire que c'est un moyen sécurisé de communication avec vous. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus accès à votre courriel, ou vous n'avez plus votre téléphone a été égaré ou quoi que ce soit, il faut signaler. Pareil, quand vous perdez vos cartes, quand vous perdez votre carte de résident permanent, quand vous perdez vos documents administratifs au Canada, la première chose à faire, c'est de signaler. Donc, je reviens à l'exemple du crédit qu'une banque doit vous octroyer. Vous comprenez quand même qu'on essaye de mitiger le risque autant que faire se peut. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas son téléphone a au moins accès à son courriel. Ça fait que si l'affaire est passée au niveau du message texte, mais quand vous allez recevoir un courriel, ça va quand même vous alarmer, vous dire, mais ça sort d'où ça? Vous voyez? Donc, je suis d'accord, il y a toujours le worst case scenario à prévoir, il y a toujours, oui, c'est possible, mais j'aimerais vous inviter ici à connaître aussi les procédures du pays dans lequel vous êtes, à savoir également comment vous vous protégez. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer les cas dans lesquels vous pouvez donner votre NAS et ce que vous devez également faire quand vous doutez. Est-ce que vous devez donner votre NAS à une personne ou pas? Donc, on va aller sur le site le plus autorisé, je l'ai dit, le site du gouvernement du Canada pour voir ce qui se dit en matière de NAS. Donc, déjà, vous voyez le texte à l'écran. Pour travailler au Canada ou avoir accès aux programmes et prestations offerts par le gouvernement, vous avez besoin d'un numéro de 9 chiffres appelé le numéro d'assurance sociale NAS. Le site vous dit ensuite ce que vous devez faire si vous avez oublié votre NAS, si vous l'avez perdu ou s'il a été volé. Notamment dans le cas où vous l'avez perdu ou il a été volé, on vous dit si vous avez perdu votre NAS ou s'il a été volé, Service Canada n'en émettra pas un nouveau. Service Canada n'émet un nouveau NAS que s'il y a des preuves que votre NAS a été utilisé de manière frauduleuse. Donc, il faudra prouver qu'il y a eu une fraude qui a été faite avec votre NAS pour qu'on le change. Et si c'est donc votre cas, consultez la section Protéger votre NAS pour plus de renseignements. Service Canada vous dit ensuite que si vous trouvez le NAS d'une autre personne, vous devez le retourner à un centre Service Canada ou l'envoyer par la poste à l'adresse qui est indiquée. Maintenant, on va rentrer dans la section Protéger votre NAS. Alors, on dit, votre NAS est confidentiel, ne l'utilisez pas comme pièce d'identité et ne le fournissez pas sur une demande d'emploi, un bail de location, etc. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire une demande d'emploi, vous transmettez votre CV par exemple, mettez pas votre NAS là-dessus. On dit, entre de mauvaises mains, votre NAS peut entraîner, on vous dit justement les risques. Une atteinte à la vie privée, un vol d'identité, la perte de prestations gouvernementales, remboursement d'impôts ou crédit bancaire. On dit donc que si quelqu'un utilise votre NAS pour commettre une fraude, cela pourrait ruiner votre code de crédit. Quelqu'un peut aussi utiliser votre NAS pour travailler illégalement. Si c'est le cas, l'Agence du revenu du Canada, ARC, pourrait vous demander de payer des impôts sur un salaire que vous n'avez pas touché. Parce que quand vous allez travailler, vous fournissez votre NAS, et vous pouvez fournir aussi un compte bancaire qui est le vôtre. Ça veut dire que le NAS peut être le mauvais NAS, mais le compte bancaire est le bon. Donc, quelqu'un qui usurpe, qui prend votre NAS, peut très bien aller présenter votre NAS. C'est vous qui allez supporter les factures d'impôts après. Ça veut dire qu'une personne qui vole votre NAS, qui usurpe votre NAS, peut très bien aller travailler avec votre NAS. Il va le présenter à un employeur, mais le compte bancaire qu'il va présenter, le spécimen chèque qu'il va présenter, ça sera son spécimen chèque à lui. Donc, il y a un gros risque qu'une personne aille travailler avec votre NAS. Ensuite, on nous dit comment protéger nos NAS, comment protéger notre NAS. Pour protéger votre NAS, conservez les renseignements relatifs à votre NAS en toute sécurité. Conservez les documents sur lesquels figure votre NAS dans une armoire ou un coffre-fort verrouillé. Cela comprend les lettres de confirmation du NAS, les cartes de NAS et les documents relatifs à l'impôt sur le revenu. Déchiquetez les documents qui contiennent des renseignements personnels lorsque vous vous en débarrassez. C'est très important. Consultez votre NAS en toute sécurité dans votre Mon dossier Service Canada. Ne gardez pas votre NAS sur vous en public et ne pas le laisser à la vue de tous. Ne gardez pas votre carte ou lettre de NAS dans votre portefeuille ou sac. Ne conservez pas de documents sur lesquels figure votre NAS dans un tiroir non verrouillé ou sur des appareils non protégés par un mot de passe. Ne recyclez
pas et ne vous débarrassez pas de documents sur lesquels figure votre NAS sans les déchiqueter. C'est très important. Utilisez d'autres documents pour vous identifier. Donc, utilisez votre passeport, votre permis de conduire, votre carte de santé ou un autre document pour prouver votre identité. Ne pas utiliser votre carte ou lettre de NAS comme pièce d'identité. C'est ce qui a été dit précédemment. Et il faut savoir reconnaître les arnaques. Méfiez-vous des appels téléphoniques, des textos, des messages électroniques qui prétendent que votre NAS est compromis, proposent de remplacer votre NAS, menacent de verrouiller ou d'annuler votre NAS. Informez-vous sur la prévention des arnaques et des fraudes pour vous protéger et protéger votre NAS. Ça, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Ça veut dire qu'on ne va jamais changer votre NAS s'il n'y a pas de preuve que ce NAS-là a été utilisé de manière frauduleuse. Et il faut savoir que le gouvernement du Canada ne va jamais vous appeler sur des questions aussi sensibles. C'est-à-dire qu'ils vont toujours trouver un moyen sécurisé de communiquer avec vous. Donc, il y a pas mal d'autres informations qui sont dites sur le NAS, mais la section qui m'intéresse dans mon cas précis, c'est quand fournir votre NAS. Parce qu'il y a effectivement des situations dans lesquelles vous devrez fournir votre NAS. On dit, votre NAS est confidentiel. Ce rappel est important. Les utilisations les plus courantes de votre NAS sont les suivantes. Vous êtes embauché pour un emploi et commencez à travailler. Les employeurs doivent collecter votre NAS pour déclarer vos revenus au gouvernement à des fins fiscales et de prestations sociales. Vous traitez avec le gouvernement pour certaines transactions. Vous devez fournir votre NAS pour déclarer vos impôts, accéder à des programmes et prestations tels que l'assurance emploi, les prêts et bourses d'études et la retraite générale. Vous ouvrez un compte qui génère des revenus comme des intérêts et des dividendes. Les institutions financières doivent collecter votre NAS pour déclarer les revenus de vos comptes et de vos investissements au gouvernement à des fins fiscales. Pour la liste des programmes fédéraux qui sont autorisés à recueillir et à divulguer le NAS, consultez le code des bonnes pratiques du numéro d'assurance sociale. Donc, vous voyez qu'il y a des situations dans lesquelles vous devrez fournir votre NAS. Quand vous allez ouvrir, par exemple, le compte réel de vos enfants, régime enregistré d'épargne études de vos enfants, il faudra le NAS de vos enfants. C'est ça. Parce que derrière, il y a un élément fiscal qu'on devra suivre. Qu'on ait le NAS de la personne qui est titulaire du compte. Pareil, quand vous allez ouvrir des comptes CELI, des CELIAP, quand vous allez ouvrir des comptes REER pour la préparation de votre retraite, vous devrez fournir votre NAS au Conseil en sécurité financière. Donc, ne soyez pas surpris. Et je comprends que vous soyez prudent. Et je le dis, la prudence, c'est la marque des personnes responsables. Et j'aimerais ici vous inviter à être encore plus prudent dans toute situation que vous soyez en train de traiter avec une personne, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Ayez toujours le réflexe d'appeler l'Agence de revenus du Canada. Appelez l'ARC, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas ce qu'il y a lieu de faire, vous avez une information personnelle qui vous est demandée, appelez l'ARC. Appelez l'ARC et posez toutes les questions à l'ARC. Normalement, l'agent du gouvernement qui va répondre à votre coup de fil va vous dire la conduite à tenir. Du moins, il va vous donner des axes pour prendre votre décision. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire au sujet du NAS. Je comprends que c'est assez effrayant de s'imaginer que quelqu'un peut prendre ce numéro d'assurance sociale là et faire des dégâts dont vous serez responsable, dont vous serez comptable. Mais je crois qu'il est aussi quand même important pour vous d'être avisé, de savoir que au-delà de protéger votre NAS, il y a également des situations dans lesquelles vous devrez fournir ce NAS là, que ça ne vous choque pas, que ça ne vous choque pas. Assurez-vous toujours que vous faites le bon choix de donner votre NAS et ce réflexe là aussi de dire d'abord non, d'aller faire vos vérifications usuelles et ensuite pourrez aviser. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi, comment vous utilisez votre NAS, comment vous protégez votre NAS? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans des situations où il vous a demandé votre NAS et vous avez fourni votre NAS alors que vous n'auriez pas dû? Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme toujours. Bye bye.